une maman aujourd'hui et quand je rencontre des gens qui ont des enfants qui ont des difficultés scolaires, Oui, bah, je dis souvent, les difficultés ne définissent pas votre enfant. Il faut juste trouver son truc, le truc oui, qui va faire que finalement, il va trouver la motivation exactement. de s'en sortir à l'école. Donc après mes études, je tombe enceinte. Je D'accord. tombe enceinte et là se pose la question, ok, est-ce que je trouve un CDI comme tous mes collègues là de l'école et tout Mhm. ça, ou est-ce que voilà, ou est-ce que je fais autre chose? Dans le Nord, on te propose un SMIC, à peine plus, pour 5 années d'études, de surcroît des études payantes, Ouais. des études à 5 000 € l'année. Là, on te propose un SMIC alors que tu as fait une école Mhm. qui coûte super cher, qui est reconnue, etc., etc. Bon, je suis enceinte. Qu'est-ce que j'ai envie de, qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner en fait à Oui, mon enfant? Est-ce que j'ai envie de lui montrer que voilà, dans la vie, en fait, on peut tout faire? oui. Et je me suis dit, oui, c'est ça que j'ai envie de lui enseigner. Donc, j'ai commencé à entreprendre. Coucou Mégo, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la thérapie ongulaire avec GF. Donc, aujourd'hui, je suis avec Mago. Elle va nous parler de son histoire. L'intitulé de son histoire, c'est L'échec scolaire n'a pas défini mon avenir. Donc là, on va commencer. Je vais commencer à faire ses ongles. Donc, je vais laisser Mago se présenter. Déjà, donc, on va savoir qui est Alexia Ewane. Je t'écoute. On Du, t'écoute. du coup, Alexia Ewanet, je suis Mhm. entrepreneur depuis 4 ans. Je suis coach en personal branding. En Oui. gros, j'accompagne les entrepreneurs, les artistes, les personnalités publiques à Mhm. prendre la parole sur les réseaux sociaux et à se faire connaître. Et je suis aussi intervenante dans des écoles de commerce pour aider les étudiants à trouver leur futur emploi, Mhm. à créer leur image sur le digital. D'accord. Ok, donc on t'écoute pour ton histoire Ok, de l'échec scolaire à leader dans son d'opinion secteur. dans son secteur. Ok. Du coup, l'échec scolaire, pourquoi? Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 11-12 ans à peu près. Je ne sais plus exactement quand, mais à partir de 11-12 ans. Donc, j'étais au Mhm. collège. Et depuis ce jour-là, j'ai Oui, toujours eu d'énormes difficultés scolaires. Genre, l'élève qui doit redoubler absolument toutes les toutes tes classes classes. de sa vie. Donc ça a été moi, ça a été l'élève qui devait Oui, redoubler à chaque fois et ma mère à chaque fois désespérée oui. que mais pourquoi voilà, pourquoi ça fonctionne pas en fait? Pourquoi je dois redoubler à chaque fois? Et Mhm. en fait, il faut savoir que je suis une personnalité assez atypique dans le sens où j'ai un cerveau qui n'arrive pas qui a du mal à se concentrer déjà D'accord. et je suis passionnée par énormément de choses et donc j'arrive pas à choisir une seule chose. Et ça m'a causé de grandes difficultés parce que j'arrivais pas à me concentrer dans les cours et du coup, j'avais des notes catastrophiques et notamment dans les matières scientifiques. Donc vraiment, d'où les redoublements à chaque... À chaque fois. Enfin, j'ai eu aucun redoublement hein, finalement, mais Ouais. Ça, c'est grâce à ta mère, quoi, c'est qui parce disait que non et tout. c'est ça, c'est parce que ma mère s'est battue à chaque fois à dire que non, ça sert à rien de la faire redoubler. Ça- Mais on euh, peut te dire après que si on demande à un enfant de redoubler, c'est parce qu'il n'a pas le niveau. oui, c'est vrai. Mhm. On peut le dire, mais c'était pas une question de niveau pour moi. C'était vraiment une question de concentration et du système qui n'était pas forcément adapté à D'accord. ma façon d'être, à ma façon de penser. Et en fait, Mhm. ma mère m'a toujours dit non, elle m'a toujours répété, malgré ce qu'on me répétait à l'école pour contrebalancer, elle Mhm. m'a toujours répété que tu peux tout faire dans ta vie. Tu peux Wow. faire absolument tout ce que tu as envie. C'est pas à l'école, c'est à personne en fait de De définir, définir ouais. qui tu vas devenir, qui tu peux être, etc. Mhm. Et en fait, le déclic s'est vraiment fait pour moi à l'âge de 16 ans, après une énième réunion avec l'école où on me disait que bon, ça va pas, Mhm. faut redoubler, bac général, c'est pas possible, il faut faire un bac, voilà, je sais même plus quel Un bac bac pro, c'est ça, non? je Même sais, pas. on m'a proposé plein de bacs qui m'intéressaient pas, en tout Ok. cas. Est-ce que c'était pro ou est-ce que c'était quoi, je sais pas, mais en tout cas, on m'a proposé plein de bacs qui m'intéressaient pas et qui correspondaient pas à ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire de l'économie, du marketing, de la com, enfin voilà, je m'intéressais plus
à ces métiers-là, mais qui nécessitaient forcément des études supérieures et donc, normalement un bac général. Même si on peut faire des passerelles aujourd'hui, quand même, c'est mieux de faire un bac général, en tout cas à cette époque-là. Et donc, dans cette réunion de parents profs, on m'a encore démonté que voilà, votre fille elle a pas le niveau, c'est pas possible, madame. Et là, ma mère a pété un câble et elle a dit non, en fait, c'est pas à vous de décider si elle a le niveau ou pas. Au lieu de la mettre dans une case, vous mettez rien en place en fait pour trouver, voilà, pour l'aider, pour trouver ce qui est adapté pour elle. Donc voilà, on est parti un peu fâchés comme ça de la réunion et elle m'a dit une phrase, c'est Alexa, ne laisse jamais définir, ne laisse jamais quelqu'un définir qui tu dois devenir ou qui tu dois être. C'est à toi de le définir et c'est à toi de faire les choses en fait pour devenir cette personne-là. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, encore une fois. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus développer mes passions. D'accord. Parce que c'est vraiment ça qui me permettait voilà, d'aller bien, etc. Et donc, j'ai commencé un travail sur moi sans vraiment que ce soit intentionnel. Hein. J'ai pas vu de psy, j'ai pas vu de thérapeute. C'était plus, voilà, sans vraiment le savoir. J'ai commencé un travail sur moi où j'ai commencé à vraiment assumer qui j'étais et à reprendre le pouvoir sur mon image, sur mon identité. Déjà sur mon identité africaine, parce que j'ai vécu, je pense comme beaucoup d'enfants qui vivent en France, j'ai vécu du racisme, donc le fait que on critique juste le fait que je sois une femme noire ou que je sois juste là, en fait, juste mon existence. Donc j'ai repris le pouvoir sur mon identité africaine en acceptant mes cheveux naturels, en commençant à aimer ma peau, etc. Ce qui n'est pas facile. Hein. Ça a l'air anodin quand on dit ça comme ça, mais je pense que beaucoup de femmes sont concernées par ça. Exactement. Et j'ai commencé aussi à faire de la musique avec mes sœurs, du gospel. Donc je chantais avec mes sœurs du gospel et on a développé un groupe en fait. On a commencé à vraiment faire de notre passion un métier. Donc j'avais 16-17 ans. J'ai commencé à faire des concerts partout dans le nord de la France, dans des églises, pour des mariages, dans des événements d'entreprise. Et à cette époque-là, j'ai commencé aussi à développer mon image. Parce que pour trouver des clients en tant que chanteuse, on devait aller rencontrer des clients, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai découvert un petit peu les métiers de la com, du digital, de l'image, et que j'ai compris que l'image qu'on renvoie, et quand je parle d'image, je parle pas seulement de vêtements, de comment tu t'habilles, etc. Je parle aussi de comment tu t'exprimes, les mots que tu emploies, où tu invites les personnes, enfin voilà, tout ce qui est visible et même non visible, la communication non verbale, etc. Ça a un impact sur les personnes à qui tu t'adresses. Et donc, tu arrives à vendre des concerts quand tu as une bonne image, quand tu présentes bien, quand tu sais bien mettre en avant ce que tu fais. Et voilà, long short story, hein, je vais pas aller dans tous les détails, mais après ça, j'ai eu mon bac quand même, et j'ai eu mon bac avec mention, hein, donc l'élève qui devait pas faire de bac général ou rien du tout, j'ai eu quand même mon bac avec mention, parce que en fait, comme j'avais développé mes passions et comme j'avais développé en fait une méthodologie qui me permette de trouver du plaisir dans mon travail, j'ai réussi en fait à dompter, si on peut dire ça comme ça, mes difficultés scolaires. Et aujourd'hui, c'est un truc que, je suis une maman aujourd'hui, et quand je rencontre des gens qui ont des enfants qui ont des difficultés scolaires, je dis souvent, les difficultés ne définissent pas votre enfant. Il faut juste trouver son truc, le truc qui va faire que finalement, il va trouver la motivation de s'en sortir à l'école. Et moi, j'avais trouvé cette motivation-là, et du coup, j'étais devenue une assez bonne élève, et je suis rentrée aussi dans des études supérieures, malgré le fait que, clairement, le bac, pour moi, c'était pas possible à l'époque. Et la motivation, tu l'as trouvée grâce à ta mère? Je l'ai trouvée grâce à ma mère et grâce au fait d'avoir des passions, en fait. D'avoir des passions et d'assumer que oui, j'aime 1000 trucs, mais tant pis.
Je vais aimer 1000 trucs. Si j'aime 1000 trucs, bah, j'aime 1000 trucs. Souvent, quand tu aimes 1000 trucs, on te dit, ouais, tu te disperses, Voilà, c'est ça. voilà, Tu t'es te pas disperses, concentré. tu dois choisir, etc. Ben, Oui. moi, justement, c'est le contraire. C'est dans le fait d'avoir 1000 trucs De... qui m'épanouissent Oui. et qui fait que, bah, ok, comme j'ai plein de choses à faire, Mhm. bah, ça me donne la force de faire les choses un peu plus difficiles. Et quand tu Oui. commences ta journée, par exemple, en faisant un truc que tu kiffes, c'est plus facile après de faire des choses que tu kiffes moins. Ouais. Donc, j'ai trouvé ma motivation grâce à ça. Mhm. J'ai fait des études supérieures et j'ai continué la musique en parallèle. Et Mhm. pendant mes études, j'étais l'étudiante qui faisait 1000 trucs. 1000 Du coup, trucs. donc toujours 1000 trucs, toujours Oui. 1000 trucs. Donc je faisais donc de la musique, j'étais vendeuse dans un magasin de luxe. Comme j'étais étudiante en com et que Mhm. moi mon apprentissage à moi il passe par le fait de faire, pas juste apprendre de la théorie, etc. Moi la Ouais. théorie je comprends pas en fait. D'accord. Si tu me dis juste 1 plus 1 égale 2, ok. Je mais en fait j'ai besoin de toucher, de faire De les faire choses, d'être dans le plus de concret, pratique, de quoi. pratiquer. Voilà, c'est ça. C'est mon mode d'apprentissage, c'est la Mhm. pratique. Et donc, j'ai commencé à pratiquer ce que j'apprenais à l'école, en école de communication. Et donc, j'ai commencé à chercher des marques afro, donc des marques de produits, des marques de vêtements, des marques de mode, etc. Et j'ai commencé à leur proposer des services. J'avais quelles compétences ou je ne sais pas. Et j'ai commencé à leur proposer des services, direction artistique, donc les aider à faire leur shooting photo. C'est ça qu'on dit la DA, faire la Ouais, la DA et tout. Ah, DA, j'aime ouais, trop c'est dire ça. ça. La DA, je fais de la DA. Donc, je faisais de la DA. Je savais pas que ça s'appelait DA, mais en tout cas, je faisais ça Mhm. parce que j'avais besoin de toucher, de voir, de sentir. Et en fait, je me suis découvert un peu un talent dans le fait de planifier ce genre de choses, de trouver une marque, de dire, OK, on va organiser un shooting photo. Je vais chercher des mannequins, je vais chercher un photographe, etc., etc., et de Mhm. réussir à créer un truc alors que je suis encore au début de mes études, donc j'ai encore rien appris. Je suis Mhm. vraiment au début. Et voilà, je trouvais ça hyper passionnant. Et je faisais aussi quoi? Du community management. Donc, j'aidais les marques sur les réseaux sociaux. Je faisais leurs posts sur les réseaux sociaux, etc. Et en parallèle, j'ai aussi co-créé une startup tech. Oh, Voilà, j'ai co-créé une ça fait startup tech. plusieurs choses, hein. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est une startup qui cartonne aujourd'hui. Je vais pas donner son nom, voilà, D'accord. pour des raisons de confidentialité, mais Ok. j'ai co-créé une startup qui cartonne aujourd'hui, qui est dans le domaine afro. D'accord. Et Des indices? Mhm. non, je peux pas donner C'est vrai. d'indices. Je peux pas donner d'indices. En tout cas, voilà, c'est une startup qui a cartonné. Et en fait, bah voilà, la jeunesse, la naïveté, etc. Je me suis fait éjecter du projet. Oh Aujourd'hui, là ça me fait là, rire, hein, c'est pas mais grave, c'est une expérience. Tu as tiré une leçon et tout. c'est ça. À l'époque, ça m'a pas fait rire du tout parce que, Ah, enfin voilà, j'avais vraiment mis mon âme dans ton le âme, truc, ouais. etc. Mais bon, voilà, la jeunesse, la naïveté. À cette époque-là, on pense pas à protéger les choses. On pense que c'est l'amitié et que donc, voilà, Ouais, ouais. l'amitié suffit. Sauf que non, Non, l'amitié non, ne non, non, suffit non. pas du tout. Non, non, non. Mais du coup, j'ai mis déjà les pieds en fait dans le domaine de l'entrepreneuriat comme ça, Comme ça, en oui. Et en voyant. même temps, tu étais étudiante quand Ouais, tu... j'étais étudiante Ok. et en fait le fondateur de la boîte, sa condition, c'était oui, il faut mettre des billes entre guillemets de l'argent pour rentrer dans le capital de la De la société. Sauf société, que moi, les d'accord. billes que je mettais, c'était bah mon cerveau en fait, c'était ma tête. Matière grise. Et en vrai, ce sont des billes, mais Ouais. voilà. Voilà, voilà. Après, bon, la personne avait essayé quand même de me récupérer après et tout ça, mais bon, c'était un peu trop tard. Mm. Mais du coup, voilà, j'ai commencé l'entrepreneuriat assez tôt dans la douleur, malheureusement. T'as appris, hein. On apprend C'est comme ça, on ça. apprend comme ça, oui. Et du coup, ma période d'étudiante, c'était vraiment une période hyper passionnante, Mm. dans le Il y avait mille sens choses. où bah, je faisais plein de choses. Et en fait, Mhm. dans tout ce que je faisais, j'apprenais des choses. Moi, j'apprends vraiment par l'expérience. Et par exemple, quand j'étais vendeuse dans le luxe, Mhm. c'est là que j'ai compris aussi encore plus l'importance de l'image. Parce que je comprenais pas pourquoi les gens étaient prêts à payer 5 000 € pour un sac à main. C'est ça. Quand on dit ça comme C'est ça limite, paraît ouais. complètement fou. Mais Ouais. les gens sont prêts à payer 5 000 € pour un sac à main. Donc,
Ça veut dire que, en fait, on peut vendre tout à n'importe quel prix, à condition de savoir le vendre. Parce que bah, je savais vendre des sacs à 5 000 euros. Donc, j'ai compris à ce moment-là l'importance de l'image. Mes études se terminent. J'ai terminé en alternance dans une grande entreprise, enfin, à la SNCF. Et c'était bien, mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que bah, j'avais qu'une seule mission, quoi. Forcément, le monde du salariat, c'est ça, c'est on a une mission principale et j'avais qu'une seule mission et donc je m'ennuyais beaucoup. Et donc du coup à côté, bah, j'ai commencé à être freelance. D'accord. À être freelance dans la communication, à accompagner encore des entrepreneurs, des marques. Enfin, je le faisais déjà avant, mais là je l'ai fait un petit peu plus parce que j'avais un peu plus de temps. Ça peut paraître paradoxal parce que je suis censée travailler, mais dans certaines entreprises, bon, voilà, il y a beaucoup de vacances, il y a beaucoup de temps libre, donc j'avais le temps de le faire. Et, après, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon master 2, donc je suis quand même allée jusqu'au master 2 et je suis tombée enceinte. Mais tu es quand même allée jusqu'au Master 2, Je suis quoi. allée jusqu'au master 2, ouais. L'enfant, après, c'était vraiment dans ce que tu voulais faire. Oui, Tu c'était vois. dans ce que je voulais faire et en fait, je me suis rendu compte, Oui. bah, si je suis allée jusqu'au master 2, mais que j'aimais l'école. Oui, oui, oui. Et que c'est juste que bah, l'école me met pas, en fait, quand j'étais plus jeune. Ou soit c'est l'école qui me met pas, ou j'avais pas trouvé le moyen d'aimer l'école. Mais là, j'ai vraiment trouvé, enfin, j'ai adoré ma période étudiante. J'ai vraiment aimé cette période-là. Et pourtant, j'étais pas une fêtarde, hein. C'était pas dans le sens, je fais la fête, je sors et tout ça, je sortais pas du tout. J'avais pas ce temps-là. Mais le fait de pas avoir de responsabilité et en même temps de pouvoir travailler, de pouvoir faire des choses, c'était cool. Donc après mes études, je tombe enceinte. Je tombe enceinte et là se pose la question, ok, est-ce que je trouve un CDI comme tous mes collègues là de l'école et tout ça, ou est-ce que voilà, ou est-ce que je fais autre chose? J'ai commencé à chercher un CDI, j'ai commencé à chercher un travail et je voyais que, en fait, on te propose un SMIC à peine plus. En tout cas, dans le Nord, on te propose un SMIC à peine plus pour 5 années d'études, de surcroît des études payantes, des études à 5 000 € l'année. Là, on te propose un SMIC alors que tu as fait une école qui coûte super cher, qui est reconnue, etc., etc. J'ai dit, bon. Et surtout que toi, tu avais déjà de l'expérience. Ben oui, j'avais de l'expérience. Mais c'était en alternance, tes expériences? 2 ans d'alternance, plusieurs stages et après toutes les expériences, on va dire informelles que j'ai eues parce que c'était pas voilà, c'était pas des contrats, c'était des expériences informelles. Ça c'est aussi voilà le problème, c'est que j'avais beaucoup d'expériences informelles et c'est difficile de les valoriser sur le CV. Enfin, je l'ai quand même fait, mais ça ne change pas que bah on m'a pas vraiment proposé de enfin, j'ai pas trouvé en tout cas de travail. J'ai été pris dans plusieurs postes, mais c'était soit trop mal payé, soit c'était trop ennuyant en fait. Du coup, je me suis dit bon, je suis enceinte. Qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner en fait à mon enfant? Est-ce que j'ai envie de lui montrer que voilà, dans la vie en fait, on peut tout faire? Et je me suis dit oui, c'est ça que j'ai envie de lui enseigner. Donc, j'ai commencé à entreprendre en étant enceinte. Enceinte, ok. Et bon, c'est un peu à la mode de dire ça, mais c'était la période du Covid. Donc, la fameuse période du Covid. Le Covid, là, ça a fait beaucoup de bébés. Hein. Vraiment. Ça a aidé beaucoup de personnes aussi. Hein. Ça a aidé beaucoup de personnes, ouais, vraiment. Mhm. Donc, période de Covid, enceinte, à la maison. Et bon, moi, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Donc, j'ai toujours des contacts de mes anciens, voilà, de mes anciens clients. Donc, je commence à faire du community management, etc. Donc, à aider mes clients. Pour ceux qui savent pas, le community management, c'est les réseaux sociaux, gérer leurs réseaux sociaux, etc. Et en fait, en travaillant avec une de mes clientes, il y a une de mes clientes qui m'a dit oui, Alexia, je risque de te perdre en te disant ça, mais je te paye pas assez pour ce que tu fais. Je te paye pas assez et tu réalises pas ton potentiel en fait. Tu réalises pas du tout ton potentiel et voilà, en fait, en gros, je sais plus comment elle m'a dit ça, mais elle m'a dit un truc
cash, genre, je crois que t'as un mindset de pauvre ou un truc comme ça. Elle m'a dit un truc cash, Ah ouais. vraiment cash, et elle m'a dit, oui, Jésus ne te veut pas pauvre, en fait. Et là, j'ai commencé à réaliser que oui, ce que je faisais, c'était pas juste poster pour elle sur les réseaux sociaux. Et en fait, je la coachais aussi. Mais comme je savais pas c'était quoi le coaching, ou j'avais jamais entendu parler de ça, enfin, j'avais pas identifié ça, en fait. Oui. Et c'est elle qui me disait, mais en fait, tu postes des trucs sur mes réseaux, mais tu, euh, tu arrives aussi à m'expliquer comment faire, et surtout à mettre en avant certains éléments de ma personnalité que j'osais pas mettre en avant, etc. Et par exemple, cette cliente-là, elle était chrétienne, et moi, je l'ai convaincue je l'ai encouragée à parler de ça. Ça Dans, aussi, c'est un problème, hein. ouais, c'est On ça. n'arrive pas Elle n'arrive pas à en parler, ouais. etc. Bah, enfin, pour moi, c'était important de le mettre en avant, donc on le mettait en avant aussi dans sa communication, et ça lui a permis de faire décoller, en fait, tout simplement sa marque, et elle a commencé à gagner beaucoup d'argent, en fait, avec le travail qu'on faisait ensemble. Elle a commencé à gagner beaucoup d'argent sur les réseaux en plein Covid, donc soi-disant crise, etc. OK. Et là, bah, j'ai réalisé que ce à quoi j'étais bonne, c'était pas juste poster sur les réseaux, mais aider les personnes à se faire connaître pour qui ils sont eux-mêmes, en fait. Du coup, suite à cette cliente, bah, je me suis lancée vraiment. J'ai mis Mmh. beaucoup de temps quand même à me lancer vraiment sur les réseaux sociaux, mais à un moment quand même, j'ai réussi à me lancer. OK. Et faut savoir que j'avais pas de réseau, pas de connaissances. Souvent, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont 10 ans d'expérience dans une entreprise. Nanana. Moi, je me Mmh. lançais. J'avais pas vraiment de réseau à part, voilà, des quelques entrepreneurs que j'ai accompagnés à gauche, à droite pendant mes études. Du Mmh. coup, il fallait complètement que je me fasse connaître dans un domaine que je maîtrisais, mais voilà, j'avais pas de réseau dans ce domaine-là. Mmh. Du coup, j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur LinkedIn, et rapidement, j'ai commencé à me faire connaître, à véhiculer l'idée que moi j'avais du personal branding, c'est-à-dire euh, d'être capable de valoriser son parcours, qui on est, que ce soit un parcours difficile ou que ce soit un parcours simple. Enfin voilà, tous les parcours en fait se comptent, tous les Mmh. parcours comptent. Et ce qui est important au final, c'est comment tu le mets en avant, comment tu valorises ce que tu as vécu, que ce soit positif ou négatif, comment tu arrives à en faire une Une force. force. Et OK. donc j'ai commencé à me faire connaître dans le personal branding, et aujourd'hui, je donne des cours dans des universités, dans des écoles. J'accompagne pas mal de personnes aussi dans la région, mais aussi à l'international, en Afrique, au Cameroun, en Ah! Côte d'Ivoire, en Allemagne, en Mmh. Suisse, enfin vraiment, voilà, vraiment partout. Mais alors qu'à la base, j'étais pas destinée à ça. Et c'est quoi le personal branding pour les gens qui Pour les gens connaissent qui pas? connaissent pas, Ouais. le personal branding, c'est le fait d'utiliser son image. Mmh. En fait, c'est de bâtir intentionnellement son identité publique, plus simplement. C'est de construire sa réputation. D'accord. La réputation, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. OK. Et souvent, la réputation, on la laisse à l'abondance. C'est-à-dire qu'on a des pages Facebook, on a des pages Instagram, on a des pages LinkedIn, Mmh. mais on va rien poster dessus, ou bien on va juste mettre sa photo et puis on va rien faire dessus. Mmh. Faire du personal branding, c'est dire, OK, j'ai ces pages-là, maintenant je prends le pouvoir dessus. Je poste des choses sur LinkedIn pour mettre en avant mes compétences, je poste des choses sur Instagram pour mettre en avant mes passions, je poste des choses sur Facebook pour ceci, pour cela. D'accord. C'est vraiment le fait d'être intentionnel. Et ça marche pour tout le monde, en fait, que tu Mmh. sois salarié, que tu sois étudiant, que tu sois n'importe qui. L'image que tu as en ligne, ou même hors ligne, hein, quand tu rentres dans une pièce aussi, tu as une image, Mmh. bah, elle est super importante. Et on va plus te juger par rapport à ton image que par rapport à ce que tu fais réellement. Parce que la première chose que les gens voient, Mmh. c'est C'est ton vrai. image. C'est vrai. Et c'est la chose, même s'ils vont pas le dire, ils vont pas l'assumer, bah, Mmh. c'est la vérité, en fait. On rentre dans ton salon, Mmh. on rentre ici, c'est chez GF et Ben, bah, c'est joli, etc. Donc, on va avoir une bonne image de toi. Mais si on rentre et que c'est fouillis, là, c'est cafouillis,
il y a C'est des ça. cartons partout et tout Ouais. ça, bah forcément, on va aussi avoir une mauvaise image de toi. Ok. En tout cas, merci Margot de Je nous t'en avoir prie. partagé ton histoire. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses parce que moi, oui. Donc, du coup, Margot, quel conseil tu donnes aux femmes qui souhaitent passer à un autre niveau dans leur carrière professionnelle ou personnelle? Alors, le conseil, c'est de toujours se considérer comme le caviar. Ça peut paraître le caviar, ça peut paraître Ouais. prétentieux Oui, dit comme ça, mais en fait, peu importe le métier que vous faites, peu importe votre parcours, etc., c'est à oui, vous de définir la suite et c'est à vous de mettre votre image au niveau que vous voulez atteindre. c'est ça. Par exemple, toi, tu es prothésiste ongulaire. Mm. Tu peux être la prothésiste ongulaire du quartier, comme tu peux Mhm. être la prothésiste ongulaire de luxe. Tu Oui, as fait d'être ton la choix. prothèse anglaise de luxe. Voilà, c'est ça. Et Oui, forcément, voilà. l'investissement que tu vas faire dans ton image, investir dans un logo, investir dans des caméras, investir dans la Oui. déco, etc., Mhm. va avoir un impact sur ton image. Ok. Et donc, ne pas négliger l'investissement sur soi et vraiment, voilà, vraiment penser voilà, je suis du caviar. Comment on vend du caviar? On vend pas du caviar, voilà, au marché de bas étage. Non, Mm. on le vend d'une certaine manière Certaine avec manière. certains codes. Donc, pour passer un niveau clairement dans sa carrière, que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur ou même en tant qu'étudiant qui est en alternance, Mhm. bah, c'est vraiment de soigner votre image. Ok, Par exemple, sur LinkedIn. d'accord. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, Mego, n'hésitez pas. Là, on est à la fin. J'ai pas encore fini. Je vais vous mettre la couleur qu'elle a choisie. Elle a choisi une couleur qui s'appelle Femme Fatale. Ça veut dire Femme Fatale. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Et donc, merci de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas de liker, partager et de commenter. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, Mego. Oh, dis bisous. Bisous. Bisous!